C'est chaud là-dedans. Bonjour, mesdames et messieurs. Eh bien, on en a fait des choses à blablabla. Ça, je dois vous avouer que c'est une des choses assez spéciales qu'on a pu produire. C'est pour surprendre notre invité d'aujourd'hui. Mais le sera-t-il surpris, lui qui a fait le tour du monde? On voit ça dans 30 secondes. Notre invité s'appelle Jean-Michel Cousteau. Merci. Monsieur Cousteau qui est en voyage encore une fois juste pour 2-3 jours dans notre région. J'ai l'impression que vous ne pouvez jamais vous arrêter comme il faut quelque part, vous. C'est une maladie qui m'a été passée par mon père. Et je suis par Mons et par Vaux, soit pour faire mes conférences, soit pour mes expéditions. Il y a 5 jours, j'étais au large du Mexique en train de plonger avec des jeunes de 12-14 ans. Il y a déjà, je vous pose déjà tout de suite la question parce que vous venez de me parler du Mexique. Il y a déjà votre père qui a dit que la plus belle mer du monde c'était Cozumel. La couleur de la mer était Cozumel. Est-ce que ça reste encore ça? J'étais à Cozumel justement avec ces jeunes. Ouais. Ça reste très beau. Malheureusement, il y a de plus en plus de monde là-bas et oui, ça devient un problème. C'est un problème de gérance, si vous voulez. Quel est le moment où on commence à tout détruire? Et malgré toutes les bonnes intentions qu'il puisse y avoir, il y a quand même 40 000 personnes qui dépendent du tourisme. Et si vous en faites trop, eh bien ces 40 000 personnes perdront leur job et l'environnement local sera détruit. Voilà. Écoutez, je vais vous poser une question et je vais vous dire, il n'y a aucune malice dans la question que je vais vous poser. Est-ce qu'il est difficile d'être le fils d'un père comme le vôtre, lorsque, bien sûr, les intérêts sont les mêmes, mais que l'individualité fait qu'on aimerait bien, on peut se démarquer? C'est l'histoire de toutes les parentés, j'imagine? Oui, c'est une histoire banale, mais je pense que j'ai énormément bénéficié de mes rapports avec mon père, avec ma famille en général. Si vous voulez, il y a une personne qui est complètement sous-estimée, dont on ne parle jamais, c'est ma mère. Et qui est décédée. Qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 4 ans. Mais ma mère a été vraiment, je l'appelle le vrai capitaine de la Calypso derrière le décor, si vous voulez. Elle refusait d'être toujours mise en avant, mais c'est vraiment elle qui faisait marcher le moral de l'équipe, si vous voulez. Et lorsqu'elle nous a quittés, ça a été très difficile pour mon père, bien sûr, pour nous aussi. Mais si vous voulez, chaque individu a son propre caractère, a ses propres idées, et malgré nos accords complets sur les objectifs, la politique générale à suivre, qui sont vraiment les mêmes entre mon père et moi, la façon de faire les choses n'est pas forcément la même. Alors c'est là où il y a des petites tensions, mais c'est normal. Je me posais cette question parce que vous avez fait l'école d'architecture, et je me suis dit, il y a peut-être quelque part dans l'apprentissage de la vie, un moment où on a dit, tiens, je vais faire autre chose. Absolument pas. Pas du tout. Pas du tout. Ça faisait partie de... Quand vous atteignez l'âge où il faut prendre des décisions, 15 ans, 16 ans, vous êtes au lycée, vous commencez à vous dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. À cette époque-là, mon père était engagé avec certains de ses camarades à faire des expériences de maisons sous la mer, où les gens allaient habiter dans des structures sous-marines pendant des périodes importantes. Jusqu'à un moment où il a fait une expédition suffisamment importante pour en faire un grand métrage qui est devenu Le Monde sans soleil, où vous aviez littéralement un village. Vous aviez 5 personnes qui vivaient dans une maison, il y en avait 2 autres qui vivaient plus profond, il y avait un hangar où on faisait les réparations de la soucoupe, etc. Ça m'a beaucoup marqué tout ça. Et c'est là où je me suis dit, personne ne s'occupe de ce qui se passe dans la tête des gens, sur le plan psychologique, l'environnement dans lequel ils vivent, le fait qu'il n'y a plus de jour et de nuit comme sur Terre, que tous les éléments architecturaux sont des éléments courbes,
parce qu'on vous fait vivre dans une sphère ou dans un cylindre. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais être le premier architecte à construire des villes sous-marines. Et c'est une erreur fondamentale de ma part, parce qu'il n'y a aucune raison pour l'être humain d'aller s'installer au fond de la mer. C'est compliqué, c'est pas un milieu dans lequel on est confortable à longue échéance. La preuve, c'est quand vous prenez un bain et qu'il est un peu chaud, vous y restez trop longtemps, vous sortez, vous êtes tout fripé. Voilà. Hein. Bon. Donc, c'était une erreur de ma part, dans ma précipitation de vouloir faire quelque chose dans ce sens-là. Mais ce que j'ai appris, la discipline qu'on apprend en allant à l'école d'architecture et en allant au chantier naval, parce que pour ma spécialité, je suis dans un chantier naval, je m'en sers tous les jours. Quand je fais un film, j'organise une expédition, l'approche intellectuelle est la même. Mais ça vous a permis aussi de faire des choses, des réalisations absolument merveilleuses, des îles artificielles flottantes. Alors ça, c'était, si vous voulez, le résultat de cette démarche éducative qui m'a mis en rapport à l'époque avec un architecte français qui s'intéressait aux structures inhabituelles à tendance marine. D'où cette idée ou cette participation aux îles flottantes. Et vous avez fait également, bon, en plus des écoles résidentes, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pris le Queen Mary et que vous en avez fait, vous étiez à la tête de celui qui a transformé le Queen Mary pour en faire d'ailleurs un musée. On en voit d'ailleurs une petite image de l'intérieur, ça c'est vraiment fantastique. Ça, c'était pour moi ce qui a été un changement très important dans ma vie, puisque je suis allé à Long Beach, en Californie, pour travailler sur le musée de la mer du Queen Mary, au niveau conceptuel. Ça devait être un projet de 10 mois, ensuite je rentrais en France, c'était fini. Mon père m'avait dit, oh, à la fin, on aura gagné pas mal d'argent, tu pourras peut-être repartir avec 50 000 $. Eh bien, j'attends toujours. C'était il y a 26 ans. Par contre, le projet de 10 mois est devenu un projet de 3 ans et demi, parce que nous avons fait le projet d'exécution, la construction, l'installation, etc. Et au cours de cette période, je me suis trouvé engagé dans la post-production des films de télévision qui se trouvaient se faire à Hollywood, donc pas loin de Long Beach, et j'avais une certaine responsabilité de regard sur cette post-production. Donc je suis rentré dans la production cinématographique par la petite porte, et j'ai fait ce musée qui est maintenant malheureusement fermé, après 15 ans de bons et loyaux services. Parlons un peu justement de votre vie en tant que cinéaste maintenant. Vous avez fait un très très beau film sur le Saint-Laurent et on va en regarder un tout petit bout. D'accord? Avec grand plaisir. Enfin, de la Calypso, Cousteau aperçoit la grande citadelle de la ville de Québec, une des plus anciennes places fortes françaises en Amérique du Nord. Ici, comme partout, ce n'était pas seulement contre les distances que l'homme devait se battre, ni contre le climat rigoureux, ni contre les aspects inconnus de Terre Nouvelle, mais contre son semblable. Pendant près de 3 siècles, Français et Anglais, colons et Indiens, guerroyèrent pour le contrôle du nouveau continent. Et ici, la lutte continue encore de nos jours pour faire valoir des droits ancestraux. Il est plus facile de construire des ponts à travers les fleuves qu'entre les hommes. Plus en amont, la Calypso passe en vue des gratte-ciel de Montréal, le centre commercial et culturel du Canada français. Aujourd'hui, cité resplendissante de 3 millions d'habitants et port cosmopolite accueillant les navires de 60 pays, Montréal servait à l'origine de lieu de transit pour le trafic de marchandises entre les colonies de l'Ouest et l'Europe. En effet, des rapides tout proches empêchaient le passage. Magnifique. C'est chez nous, vous me donnez envie de partir. C'est quand même merveilleux. Ah, ça a été une expédition extraordinaire. On a passé plusieurs mois. On était sur le Saint-Laurent pendant 5 mois. Ensuite, nous sommes revenus avec des petites équipes volantes pour refaire quelques prises de vue. Et si vous voulez, personne n'est prophète chez soi. Je crois que d'avoir approché le Canada, le Saint-Laurent, les Grands Lacs, avec l'enthousiasme d'un visiteur, si vous voulez, de quelqu'un de l'extérieur, apporte un petit je ne sais quoi qui rend le projet peut-être très attrayant. Je ne suis pas très intéressé à faire un projet sur la France, par exemple. Ah.
Mais vous vous promenez beaucoup. J'aurais voulu avoir le temps de vous parler des 100 000 étudiants que vous rencontrez par année, à qui vous parlez, et vous avez dit cette chose absolument extraordinaire que finalement l'écologie est une culture. Et ça, j'aurais voulu avoir l'émission complète pour en discuter. Maintenant, je vais simplement souligner que vous avez fait aussi quelque chose d'assez exceptionnel, le parc océanique Cousteau à Paris, et qui ne fait pas appel à des animaux. Vous avez réussi à faire un parc. Je crois que ça a été une réussite, en ce sens que, sans y mettre d'animaux vivants, car c'était la règle, il était absolument hors de question d'y mettre des animaux vivants. La mairie de Paris l'interdisait, mon père l'interdisait, etc. Donc on a fait un tour de force, si vous voulez, et malgré cette forme de déception de la part du public qui s'attendait à voir des choses vivantes, Cousteau, petits poissons, etc., nous avons eu entre 500 et 550 000 visiteurs par an. Ah, c'est génial. Je parle de ça parce que tout d'abord, ça c'est une grosse réussite, puis vous êtes de toute façon de tous les pays du monde, alors déjà au départ, ça c'est merveilleux. Mais il y a une chose un peu triste qui se passe ici même à Québec. En fait, l'aquarium du Québec, qui était ici depuis de fort nombreuses années, et qui avait 240 espèces et 2200 spécimens aquatiques, il y avait quelques invertébrés, des reptiles et des phoques, doit fermer d'ici à 2-3 jours, et on doit donner en adoption dans différents zoos toutes les espèces qui sont ici. C'est le gouvernement qui a décidé de ne plus donner de subventions pour cet endroit. Et je vais vous présenter une pauvre âme en peine, toute petite âme en peine, qui doit disparaître à l'adoption. Je trouve ça un peu... c'est un petit phoque qui est né en captivité ici même. Il est absolument... C'est une femelle, regardez-la, on va aller la voir. Ah, oui, c'est une femelle, regardez comme elle est jolie. Oui. Elle s'appelle comment? Puce. Puce. Regardez comme elle est jolie. Bonjour Puce. Ça, c'est fabuleux. Vous en rencontrez souvent? Mais je les rencontre, ils sont très gentils. Vous voyez, ils ont une fourrure absolument extraordinaire qui explique comment ils repoussent l'eau et peuvent rester au chaud, même en étant sur les glaces. Ce sont des animaux remarquables qui, contrairement aux otaries, se dandinent un peu comme un reptile, si vous voulez, alors qu'une otarie a des mains et des pieds, donc peut se balader. Moi, ce que je trouve de très triste, c'est que, et je ne connais pas le sujet, j'en ai entendu parler aujourd'hui pour la première fois, c'est qu'il n'y ait pas un mouvement de la part des Québécois pour reprendre l'affaire d'une façon privée et la faire fructifier. Et le fait que vous ayez cette décision gouvernementale devrait attirer un mouvement du cœur, si vous voulez, qui ferait que les gens disent, ok, non seulement on veut prendre ça en main à titre privé, mais on va avoir 2 fois plus de gens parce qu'on veut supporter ça, on veut sponsoriser, si vous voulez. Mais il reste que 3 jours pour aller visiter cet aquarium. Et Puce qui a 3 mois à peine. Alors Puce, vous savez que Puce est un phoque de porc qui sont malheureusement dans des eaux polluées, maltraitées, elles se font prendre dans des filets, etc. C'est pour ça qu'on ne peut pas la retourner à la mer. C'est inconcevable, elle mourrait de faim d'abord parce qu'elle ne sait probablement pas comment se nourrir toute seule. Non, voilà. Ben, merci beaucoup, M. Cousteau. On revient après la pause. Elle est super. Elle est belle, elle est en forme, hein? Elle est en forme, hein? Richelieu. Pourquoi? Moi, je profite de la grande vente, puis je me casse un petit peu. Hein? Pour les viandes, les fruits, les légumes. Ah, puis il y a aussi la grande vente. Ah, ça, c'est vraiment pas cher. On mange-tu? C'est certain. C'est quoi vos spéciaux cette semaine? Épaule de porc fumé pique-nique, 95 cents la livre. Jus de tomate Heinz, 5 pour 1,99 $. Singles de Kraft, 2,99 $ avec coupon. Champignons, 99 cents. Marché Richelieu, mon marché de tous les jours. La poule aux œufs d'or
revient à grands pas. Et vous aurez vraiment le goût de la suivre. Elle est plus excitante, plus payante et encore plus folle que jamais. Il y a des nouvelles semblables et un gros lot à gagner à la télé qui pourrait dépasser 250 000 $. La poule aux œufs d'or de l'Auto-Québec, des œufs frais. Et plus de bacon! Un secret pour des frites légères et croustillantes? Louis Marchand, New York Fries. Crisco. Essayez-les à la maison. Comparé à l'huile de maïs populaire, Crisco paraît plus légère. Ici ou chez vous, Crisco, ça vaut le coup. Chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Pardon, entre les brossages, vos dents vous préoccupent-elles? Pas du tout. J'utilise Crest. Mais lorsque vous ne vous brossez pas les dents? C'est ce que je dis. D'après mon dentiste, Crest combat la carie toute la journée. Toute la journée? Oh. Jean-Luc Brassard, médaillé d'or canadien aux Jeux Olympiques. Pour remporter l'or, il faut être déterminé. Je dois aller au bout de moi-même pour donner le maximum. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi j'utilise Prêt Plus. J'essaye d'autres deux dans un, mais Prêt Plus agit et me donne le contrôle dont j'ai besoin. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre vos cheveux plus faciles à coiffer. Avec Prêt Plus, je ne m'en fais pas. Je contrôle mes cheveux. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Pour se dépasser, il faut avoir le contrôle. On entend une voix, on écoute un message, on se dit, c'est peut-être lui. On laisse son numéro, on fixe un rendez-vous. On sait pas trop. Ça commence par un coup de fil, et puis on sait jamais où ça finit. Voici le pot-pourri de Glade pour tapis. Des tests en laboratoire ont démontré qu'il absorbe les odeurs de fumée d'animaux 5 fois mieux que le bicarbonate. Le pot-pourri pour tapis, tout nouveau de Glade. Quel est le meilleur nettoyeur à vitres? Windex. C'est Windex. Comment pouvez-vous améliorer Windex? Hey, regarde! Vas-y, maman! Écoute le grincement! Wow, c'est propre. Vous avez amélioré Windex. C'est vrai. Je t'aime encore plus. Eh bien, naturellement, vous êtes une sommité mondiale pour certaines causes, dont, entre autres, l'écologie, etc., la mer, etc., etc. Il y a plusieurs personnes et personnalités du monde entier qui ont épousé certaines causes. Alors, on va en parler avec Benoît Léger, ici présent. Bonjour, M. Cousteau. Oui, bien sûr. Pour commencer, j'allais vous demander, vous tous, est-ce que vous saviez que le sort des baleines a été joué, c'est-à-dire leur destin a été joué il y a quelques mois à peine? Je suis certain que M. Cousteau le sait, là, mais il y a quelques mois à peine, les baleines ont failli disparaître enfin dans quelques années. C'est qu'en février, il s'est tenu une commission en Angleterre où le destin des baleines s'est joué parce qu'on voulait créer dans l'Antarctique un sanctuaire pour protéger les baleines. Et puis une vedette qui s'est associée à ce programme qui s'appelait The Last Whale, la dernière baleine. On va voir justement une affiche à l'écran rappelant ce documentaire. C'est Olivia Newton-John. Elle a accepté de participer, et puis on sait qu'Olivia, c'est une célébrité depuis qu'elle a participé au film Grease avec John Travolta. Et puis sa participation, ça s'est présenté comme suit, c'est qu'elle a écrit une chanson qu'elle interprète au début du documentaire en question. Et puis dans cette chanson, ce qu'elle dit, je peux vous dire rapidement, c'est qu'elle dit entre autres « Comment te justifier, mon enfant, ce que nous faisons? Je ne peux même pas moi-même me l'expliquer », en parlant bien sûr des baleines. Et puis si vous voulez, on peut voir tout de suite un extrait de ce documentaire qui s'appelle « The Last Whale ». Will I leave her a legacy? She's being denied. Oh, I pray that we will when our kids are defined. If you're like me, you thought that the whales of the world were safe. Well, we're wrong. And if we don't do something soon, there'll be no whales left in the world's oceans. In this program, you're going to see things that will surprise and shock you. Well, we need to be shocked in order to do something about it. There's a dark side to all human nature. Évidemment, elle explique que c'est très très grave, que les
les baleines sont menacées. Il faut savoir que depuis les années 1900, début des années 1900, il y a eu 1 million de baleines massacrées. Donc, c'est énorme. Et puis, dans 10 à 15 ans, si on n'avait pas réagi, les baleines auraient pu disparaître de la Terre. M. Cousteau, c'est surtout pourquoi? Pourquoi tue-t-on les baleines? Pourquoi en particulier? On se sert de la baleine, on se sert de tout dans la baleine. Ah bon? De nourriture, bien sûr, de la viande. Et puis, la graisse servait à tout. Elle sert à faire des produits de beauté, elle servait à faire des produits de beauté, à éclairer, à faire des lampes, etc. Ah, voilà. C'est effectivement, pour les pays qui se rattachent aux vieilles traditions, si vous voulez, c'est difficile de leur expliquer qu'il y a des substituts et donc il faut laisser les baleines tranquilles. Voilà. Et puis ce que je veux vous expliquer, justement, si on prend le globe ici, on le tourne de côté comme ça, on met le monde à l'envers, l'Antarctique est ici, et puis toute la zone, juste ici, là, en haut du 40e parallèle, c'est-à-dire toute cette zone-ci, est maintenant un sanctuaire pour les baleines. Ah! Et parce que le projet a passé, a été accepté, le Japon et la Norvège ne sont pas encore engagés, c'est les plus gros chasseurs de baleines, malheureusement, mais ça devrait venir. Et puis comme je vous dis, c'est beaucoup, c'est en haut toute cette place-ci, voilà. Donc c'est un sanctuaire, les baleines sont sauvées. Bon. Alors permettez-moi d'intervenir, parce qu'il ne faut pas non plus mettre le public en porte-à-faux. Les baleines de l'hémisphère sud ont une chance d'être sauvées. Oui, les baleines de l'hémisphère nord sont toujours, toujours les mêmes problèmes. Toujours le même problème. Or, il se trouve que ce soit la Norvège ou le Japon, ils sont dans l'hémisphère nord. Donc ils vont les chasser à côté de chez eux. Moi, je suis très inquiet sur l'avenir des baleines de l'hémisphère nord, qui n'ont rien à voir avec les baleines de l'hémisphère sud. Il n'y a pas ils ne passent pas l'équateur. Voilà. Regardez, on fait le saut, on remet le monde à l'endroit. Et puis bon, travaillons là-dessus. On s'en va ici en Alaska. Et puis tout de suite, je peux vous parler d'un film que vous avez peut-être vu sur vos tablettes. Ça s'appelle Terre promise. Ça met en vedette Steven Seagal. On peut voir l'affiche aussi à l'écran dans un petit instant. Et puis ce film-là, ça raconte l'histoire d'un ouvrier d'une compagnie de forage qui s'en prend à son employeur, qui pollue les territoires, et puis ça donne des problèmes, bien sûr, aux Amérindiens. On peut en voir tout de suite un extrait de ce film avec Steven Seagal. Quand le corbeau revint, il avait fait les poissons, les oiseaux et les animaux. Mais le corbeau craignait que l'homme ne détruise tout ce qu'il avait fait pour rendre la terre habitable. Alors il fit l'ours blanc, pour que l'homme en ait peur et qu'il protège la terre. Aujourd'hui, les étrangers sont venus. Ils ne craignent pas l'ours blanc. Dans ce film, bien sûr, il y a la sauce Seagal, il y a beaucoup de violence, tout ça, mais il y a quand même une sensibilisation importante à la cause. Et puis à la toute fin, il y a une conférence de presse qui dure environ 5 minutes où il explique, et puis les images sont assez chocs, donc ça vaut la peine de voir le film. On peut poursuivre en parlant des animaux. Quand on parle des animaux, qui est la grande défenseresse des animaux? Ah, Brigitte Bardot. Bien sûr, des phoques. Évidemment. Oui, on la voit alors qu'elle a débuté sa carrière au début des années 50. Bien oui. Mais au début des années 50, c'était acceptable. Il n'y avait pas de problème. Et puis maintenant, elle est une star récluse, on le sait. Elle sort rarement de sa villa de Saint-Tropez, sauf pour aider ses amis les animaux. Et puis, je peux vous présenter des images, si vous voulez, qui ont été prises en 1991 de Brigitte Bardot, alors qu'elle défendait cette fois la cause d'un oiseau de la France. Des images rares. Ils attendaient Brigitte Bardot. Les opposants à la chasse s'en prenaient surtout à l'État français, qui se refuse toujours, selon eux, à faire respecter la loi. Voilà ce qu'on tue illégalement dans le Médoc depuis plus de 10 ans. Nous sommes en train d'essayer, nous, ici, de faire appliquer une loi française et européenne qui n'est pas appliquée dans notre pays. Bien sûr, aux États-Unis, il y a d'autres vedettes qui sont engagées de la sorte. On pense à Doris Day, à Betty Davis, et puis, c'est-à-dire à Betty White, bien sûr, parce que Betty Davis, elle est plus de ce monde. Et il y a aussi Bob Barker, qui est très engagé, parce qu'on l'entend à la fin de son émission, à chaque semaine, ou à chaque jour, même plusieurs fois dans la semaine, dire la phrase qui suit. Si vous voulez, on peut regarder tout de suite un extrait de The Price is Right. One had report. You won $41,535 in cash and prize. Bob Barker reminding you to help control the pet population. Have your pets spayed or neutered. Goodbye, everybody. Donc, c'est très important. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut que nos petits animaux domestiques soient stérilisés afin de prévenir que la population des animaux, bien sûr, il y a une surpopulation quand on pense qu'à Montréal seulement, à la SPCA de Montréal,
il y a de 50 à 60 000 animaux qui sont amenés à chaque année et il y en a seulement 15 000 qui sont adoptés. Donc, bien sûr, les autres sont euthanasiés, ce qui est tragique en fait. Et puis pour poursuivre, on ne peut faire abstraction de Greenpeace. Greenpeace quand on parle de protection de l'environnement. Et puis au Québec, ils sont très impliqués puisqu'ils sont dans 143 pays. Ils comptent 4,5 millions de membres à travers le monde. Au Québec, bien, il y a les déchets dangereux, entre autres la couche d'ozone qui les préoccupe beaucoup. Et puis ce que je peux vous parler, c'est qu'il y a plusieurs stars qui sont impliqués avec eux. Et entre autres, bien, il y a Bryan Adams, il y a Peter Gabriel. Et puis ils ont fait cet été quelque chose de fort intéressant, ça s'appelle Alternative Energy. Et c'est un album, et cet album-là est le premier disque enregistré à l'énergie solaire. Ah! Oui, seulement du solaire. C'est avec un camion remorque qui s'appelle Cirrus, qu'on a promené à travers les États-Unis. Cirrus, ça veut dire en perse soleil. Oui. Et puis on l'a promené à travers les États-Unis, et puis on a enregistré les performances live de 16 artistes qui se retrouvent sur cet album. Il faut remarquer rapidement, je peux vous dire qu'il n'y a pas de plastique, parce que bien sûr, c'est un produit non biodégradable. On voit l'album, et puis ça, c'est la couverture tout en carton. Oui, que c'est joli. Oui. Et puis ça nous fait plaisir, M. Cousteau. L'album est en plastique, non? L'album ici, bien sûr, il faut respecter pour oui. C'est ça, il faut respecter pour qu'on puisse l'entendre. Et puis, justement, vous allez pouvoir l'entendre parce que ça nous fait plaisir ici à Blablabla de vous remettre cet exemplaire d'un album solaire, le premier. Puis vite, en terminant, je peux vous dire qu'il y a un projet semblable au Québec. Joanne Fillon de Greenpeace me disait qu'on prépare quelque chose de semblable. Et puis en Californie, on parle déjà d'un disque enregistré à partir de l'énergie éolienne. Voilà. Ça marche bien là-bas, l'énergie éolienne. Oui, à bien certains sûr. endroits. Merci beaucoup, Benoît Léger. Ça m'a fait plaisir. Merci. Voilà, Chez Ameublement Tanguay, mesdames, messieurs, c'est vraiment pas compliqué. Ici, dans notre immense entrepôt, nous possédons des dizaines de milliers d'appareils électroménagers pour une livraison rapide et gratuite à la grandeur du Québec. C'est le moment de vous procurer un congélateur, les modèles verticaux ou encore horizontaux à partir de 249 $. Les lave-vaisselle chez Ameublement Tanguay, uniquement les meilleures marques. General Electric, fabriqué au Québec avec un tout nouveau système de lavage super efficace. Whirlpool, disponible avec le panier ustensile dans la porte. Qui ne connaît pas le lave-vaisselle KitchenAid, quasiment le pionnier des lave-vaisselle au Québec? Et enfin, le lave-vaisselle qu'on n'entend pas, Asco, avec l'intérieur fini entièrement en acier inoxydable et les paniers en graphite. Tous ces modèles sont disponibles également en noir. C'est pas compliqué chez Ameublement Tanguay, vous ne commencez à payer que dans 1 an, aucun comptant, aucun paiement, aucun intérêt et aucun achat minimum. Chez Ameublement Tanguay, notre plus grande qualité, c'est le service. Lola a enfin son bébé. Je pense que c'est le moment. C'est le moment? Je vais appeler le taxi, OK? C'est un jeu, là? Partagez la bonne nouvelle à Chambre-en-Ville, mardi 19h à TVA. À notre prochain match de la vie, on vous amène à rencontrer un phénomène rare. Un médecin chez qui on peut se présenter à peu près n'importe quand et qui se déplace pour voir ses patients. Ce mardi à 20h. Dans la connexion Les Grandes Chansons, voici Michel Fugain. Attention mesdames et messieurs, dans un Revivez la belle époque du Big Bazar. Michel Fugain, une inspiration pour toute une génération. Retrouvez Je n'aurai pas le temps, Les Acadiens. Jusqu'à demain peut-être. Les gentils, les méchants. Et bien sûr, bravo, monsieur le monde. Les grandes chansons de Michel Fugain, 15 de ses plus grands succès. Michel Fugain, un auteur prolifique. Ses grandes chansons, une collection unique. Les grandes chansons de Michel Fugain, en vente maintenant. Avocat brillant et sans cœur. Seule sa carrière compte pour lui. Je ne suis pas heureux de faire une chose si douloureuse, mais nous devons tous faire notre boulot.
c'est de le rappeler. Jusqu'au jour où il doit tout réapprendre. Reste à droite. J'aime plus être avocat. Je veux que nous soyons une famille. En primeur, à propos d'Henri, dimanche, 19h30 à TVA. Chaque jour, les passionnés d'actualité ont accès à 25 heures d'information, seulement à Vidéotron. Vidéotron, pour passionnés seulement. Très difficile. Chaque semaine, les parents apprécient grandement les émissions qu'on propose à leurs enfants, seulement à Vidéotron. Vidéotron, pour petits passionnés seulement. On s'amuse beaucoup parce que je sais même plus comment annoncer ça maintenant. Il a dit c'est complètement dégoûtant ce que vous avez sur la table. Je sais plus quoi dire moi parce que justement j'allais parler de la merveilleuse d'un aspirateur. de la merveilleuse habitude qu'on peut prendre à consommer des algues. Et j'ai demandé à Sylvie Lauzon justement de nous faire un aperçu de ces bébites qui traînent dans l'eau. En fait, des bébites c'est quoi? Bonjour. Alors, je vais essayer de faire un genre de résumé de la situation parce que je pense pas que je vais vous apprendre quoi que ce soit sur les algues. Même, je vais avoir besoin de votre aide. Je suis sûre. D'abord, précisons tout de suite que les algues, c'est probablement le plus ancien être vivant sur la Terre. Ça remonte à 3 milliards d'années. C'est énorme. Et à ce moment-là, les algues se nourrissaient de gaz carbonique et donc, c'est ce qui a permis le développement de l'oxygène. C'est ce qui a permis... Pas tout. Voilà! C'est ce qui a permis, et moi ça m'a beaucoup étonné d'apprendre ça, l'arrivée des autres espèces. La flore, la faune s'est développée parce que les algues étaient là, étaient au fond des eaux, si on peut parler des eaux à ce moment-là. Et donc, c'est les poumons de la mer, et aussi il faut faire attention parce qu'évidemment, comme ça filtre tout, ça conserve aussi à l'intérieur tout ce qu'il y a de nocif dans la mer. Donc, quand on en consomme, il faut savoir d'où ça vient, il faut demander aux commerçants d'où ça vient, comment on les a récoltés. Si on parlait maintenant de la même chose pour le foie des poissons, la rate, tous les filtres. Beaucoup ce qui passe dans la mer. Les huîtres, les gens adorent les huîtres. Les huîtres, c'est des filtres. C'est comme si vous preniez le filtre de votre voiture et vous le mangez. Exactement pareil. On m'a fait exactement la même comparaison. Hier, jamais j'aurais osé dire une chose pareille parce que je me disais, ouais, c'est épouvantable. Mais là, puisqu'on parle des algues, il y a beaucoup d'utilisations, vous le savez sûrement. On va parler d'algothérapie. Ça existe depuis vraiment toujours. Et on a développé l'algothérapie parce qu'il y a beaucoup d'iode et il y a beaucoup de minéraux dans les algues. Et les minéraux, ça reminéralise le corps humain, donc ça le réhydrate. Et l'iode, ce que ça fait, c'est que ça vient en aide à la glande thyroïde, qui, elle, vient en aide au métabolisme. Donc, on parle de fonctions comme, par exemple, le raffermissement, l'amaigrissement. Et j'ai amené quelques petits produits pour vous montrer jusqu'où on peut aller. Évidemment, quand on parle d'algothérapie, il y a les fameux savons aux algues. Ça, tout le monde connaît ça, ou à peu près. Vous êtes une experte ou pas? Pas une experte du tout. Je me suis informée en fin de semaine et j'ai appris beaucoup de choses. Je ne peux pas vous demander ce qu'il faut que je prenne. Je vais vous suggérer ça à la toute fin de la chronique. Parce que souvent, on dit au Québec que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je suis inquiet. Alors, on va voir. Là, je deviens inquiet. Parce que vous n'êtes pas une experte. Je suis pas... Ah, mais je connais... On m'a bien conseillé, disons. Je peux vous dire ça. Ici, on a un petit bain aux algues. On met ça dans les algues. Et quand on utilise les algues dans le bain, toujours s'assurer qu'elles demeurent en suspension. Parce que sinon, elles ont moins d'effet. Donc, grosso modo, ici, c'est ça. J'ai aussi, du côté des algues, quelque chose... Ici, regardez, je vais vous montrer ça. C'est une décoction d'algues. Ça, je pense pas que... Ça, c'est superbe, ça. On fait bouillir les algues dans de l'eau. Et ensuite, on fait refroidir. On consomme ça 3 fois par jour. C'est pas buvable. Je vous le dis tout de suite. C'est pour ça que j'en ai pas fait bouillir. Je voulais vous épargner. Mais ça a une fonction de désintoxication majeure sur le corps humain et c'est excellent. Est-ce que vous l'utilisez, vous? Mais on ne peut pas donner du goût à ces trucs-là? Pas en décoction, parce qu'évidemment, juste ça demeure pur et on veut que ça nettoie le système. Donc, on n'ajoute rien à ça. Et il y a aussi quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez ça, M. Cousteau, la phytobiodermie. Alors là, vous m'avez eu. Je vous ai eu. La phytobiodermie. C'est nouveau au Québec, ça fait 10 ans. Vous allez perdre tout votre auditoire, là. Vous pensez? Peut-être pas, peut-être que je vais en envoyer à l'Institut Bleu Rouge où je suis allée m'informer. La phytobiodermie, c'est l'alliage des algues. Ça veut dire la peau. Phyto, les plantes. Donc, l'utilisation des plantes et des huiles essentielles pour régler toutes sortes de problèmes de santé. Et à la base... C'est comme la tassothérapie. Un petit peu, sauf qu'on ajoute des huiles essentielles. Et à la base, on a cette espèce de crème d'algue. C'est absolument dégoûtant, ça. C'est absolument dégoûtant. Et c'est aussi avec ça qu'on travaille. Et où est-ce qu'on se le met, ça?
Oh, regardez, ça sent très bon. Des huiles essentielles. Au cas par cas, à l'Institut Bleu Rouge, on vous traite. On se met ça sur la peau. Et évidemment, ça fait pénétrer les huiles essentielles. C'est un support très agréable. La pepsine. Près de la publicité, là. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais c'est vrai. Si ça, on a dit que ça sentait mauvais. Ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Bon, ben alors ça sent bon, ça sent bon. Non, c'est vrai. Là, vous m'avez pas dit que votre père était garagiste? Oui, c'est ça. Oui, on va faire l'alimentation maintenant. L'alimentation à base d'algues, j'imagine que ça, vous connaissez ça beaucoup. J'en ai apporté. Alors là, c'est indiscutable. D'ailleurs, les Asiatiques nous en montrent le chemin depuis très longtemps. Et quand vous allez dans les restaurants japonais en particulier, c'est très difficile de ne pas manger des algues. Les Japonais consomment plus de nori, qui est une algue d'eau douce, que de thé. Alors, c'est assez étonnant. Le nori, c'est celle-là qui est dessous. Oui, je vais la montrer tantôt. Celle que je vous montre maintenant, c'est du Iziki. Vous voyez, je vous l'ai montré dans deux formes. On l'achète comme ça, ici, très sèche, au 100 grammes. Ça peut paraître cher à l'achat, mais il faut les faire tremper. Et vous voyez, ça prend à peu près 10 fois la taille que ça a sec. Donc, on peut faire des salades, on peut faire toutes sortes de choses avec celle-là. Le Iziki et le Harame, qui est cette algue-ci qui lui ressemble beaucoup, ce sont les algues que l'on recommande le plus parce que ce sont les algues de mer qui ont le goût le moins prononcé et qui sont donc plus faciles d'accès. Il y a le kombu aussi que je vais vous montrer. Celui-là aussi, vous devez sûrement le connaître. Ce sont ces grandes tiges-ci. Et ça, c'est la forme quand elles sont sèches. Vous voyez de quoi elles ont l'air une fois qu'elles sont mouillées. Et c'est assez intéressant de voir l'histoire de cette algue-là qui était consommée par les empereurs et utilisée dans les cultes religieux en Chine et au Japon. Et on s'est rendu compte que quand on ajoutait du kombu au mets, ils avaient meilleur goût. Et c'est à partir de cette algue-là qu'on a inventé le MSG. Tu sais, cette espèce d'épice qu'on met toujours dans les plats chinois, tenez, M. Cousteau. Alors, c'est à partir de ça qu'on a développé le MSG. Autre chose, je vais vous parler d'une algue qui est vraiment exceptionnelle et qui est la spiruline. La spiruline que vous avez ici en comprimé, ça vient sous 3 formes. C'est une toute petite algue microscopique qui pousse sur les lacs en eau douce. C'est d'ailleurs Cortés au 16e siècle, quand il est arrivé au Mexique. Ça, c'est l'autre algue qui lui ressemble, du chlorella. Et cette algue-là, elle est très, très forte en protéines, en oligo-éléments et tout ça. Et les sportifs s'en servent beaucoup, évidemment, pour se donner de l'énergie. 80%, on dit que ça contient plus de protéines que le bœuf et les œufs à poids égal. Donc, c'est étonnant, ça sert beaucoup. C'est en ce moment le médicament, enfin, si ça peut être considéré comme un médicament. Un supplément alimentaire. Ouais, voilà. Miracle, tout le monde en parle partout en ce moment. Il y a toujours une mode qui sort, mais elle est vraiment très importante. Et là, je me demandais si ça vous tentait de faire une petite dégustation. Oh, absolument. De choses que je n'ai pas préparées, donc n'ayez crainte. Si vous voulez, c'est plutôt rassurant, mais j'aimerais bien savoir qui est-ce qui a préparé ça. C'est un restaurant qui s'appelle Le Commensal. Il y en a à Montréal, sur la rue Saint-Denis, ici à Québec, sur la rue Saint-Jean. C'est un restaurant végétarien. Et évidemment, on sert des algues depuis quelque temps. On va faire ça au Québec, comme au Québec, à la bonne franquette, c'est-à-dire une fourchette. Les vaches, ça mange des herbes. Et ça fait de la viande. Voilà. Les baleines, ça mange des petites crevettes grandes comme ça et ça fait de la viande. Si vous voulez, nous, on passe par toutes les étapes. On attend que les vaches mangent les herbes pour manger de la vache. C'est complètement idiot. Ce qu'il faudrait maintenant, c'est avoir des gens qui aillent dans les champs brouter. Ben moi, je vous conseille de brouter. Au lieu de dépenser plein d'argent pour acheter des trucs comme ça. Hein? Mais c'est vrai qu'à la base, ça part de ce problème-là. Vous avez tout à fait raison. Absolument. Alors ici, j'ai un petit pâté d'algues pour vous. Pâté d'algues. J'ai ici une salade d'Harame. C'est pour ça que vous m'avez empêché, c'est pas vous d'ailleurs, mais... De manger ce midi? Exactement. Depuis ce matin, on m'empêche de manger. Alors, vous voyez, c'est qu'il faut absolument que vous consommiez tout ce qu'on fait. On est intelligent, c'est dit, il faut absolument qu'il ait faim pour goûter ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a qu'une fourchette. Non, c'est à la bonne franquette, il y en a une dans chacun des plats. Avec mes doigts, mais là, je suis tombée sur de la pâte. Alors, je voudrais remercier... Parce que là, vous n'avez que des algues. Voilà. Des algues sur le côté, là. Je voudrais remercier les gens du Commensal. Et puis également, il y a l'Institut Bleu Rouge qui vous remet, M. Cousteau, ce petit assortiment de produits de la mer. Comme souvent les cordonniers... la bouche pleine? Oui. Comme souvent les cordonniers sont les plus mal chaussés, on vous offre un bain relaxant à base d'algues. J'imagine que quand vous êtes en ville, vous bénéficiez peut-être un petit peu moins de l'énergie de la mer. Alors jamais de bain, mais... Ah non? Je trouve ça absolument dégoûtant de prendre un bain. De macérer dans son propre jus.
Mais il faut essayer celui-là, il fait relaxer, donc vous vous rendrez peut-être pas compte que vous m'avez Les blagues de vos histoires honte. Il y a les petits savons, voyez-vous, il y a les petits savons, Ça, les petits savons. Dans la douche, c'est bien. Et tout ça, ça vient de l'Institut Bleu Rouge qui s'est fait un plaisir de m'informer, de me donner tous les détails pour la chronique d'aujourd'hui. Super, super. Hein? D'ailleurs, maintenant, nous devons passer le temps. Hein? Oui, on revient tout de suite avec peut-être quelque chose qui va vous intéresser plus particulièrement. Dans TV Hebdo cette semaine, l'heure est à Brathwaite. Ce roi des animateurs se retrouve nez à nez avec lui-même dans la course au trophée Gémeaux. Plus le guide annuel spécial USA sur les tendances de la télé américaine et la nouvelle programmation des grands réseaux. 22 nouvelles émissions, les grands retours et les surprises en provenance des USA. Et pour vous garantir des soirées cinéma réussies, consultez Vidéo Club, le guide des nouveaux films disponibles en location pour vous et vos enfants. TV Hebdo, dès maintenant en kiosque. Voyez le tout nouveau spectacle de Jean Lapointe, un dernier coup de balai. Ici, Papa Tango Charlie, j'en ai plus besoin de vous. Hier, dans cette salle, il n'y avait que des nouilles, que des andouilles. Ah, merde. Nouvelle supplémentaire du spectacle de Jean Lapointe, un dernier coup de balai le 8 octobre à la salle Albert Rousseau. Hey, ça fait 40 ans que je suis balayeur ici. Dépêchez-vous, Jean Lapointe et les Girolas sont de retour pour un soir seulement, réservé dès maintenant. Judith découvre sa vocation. D'abord, futur maître des tourneaux. Jean-Maurice est prêt à tout pour voir sa Marie-Laure. Le crime parfait, est-ce que ça existe? Chop Suey, jeudi, 19h, à TVA. Brandon veut être sélectionné pour l'équipe de basket. Mais la compétition est très forte. Si j'étais blond, tu le ferais pas. Je m'en contrefisse que tu sois noir ou blanc. Tu ne devrais pas être là avec un passe-droit. Brenda! Des jeunes comme nous vivant à Beverly Hills, jeudi, 19h30 à TVA. Ce qu'est la radio, d'après le Robert. L'important à la radio, c'est d'aimer le monde. Il faut aimer les gens avec qui on travaille. Ça, c'est absolument essentiel. Par contre, il y a d'autres matins, il se passe des choses tellement incroyables. On s'amuse tellement qu'on trouve ça pratiquement scandaleux qu'on soit payé pour faire ça. Puis c'est pratiquement injuste que les gens aient ça gratuitement aussi. Chaque matin, la bande à Gilet vous offre sa définition de la radio. Sur l'autre bande, à CJRP 1060. Des épreuves, des énigmes, des clés, un trésor. Vivez l'aventure avec Joanne Labelle, Stéphane Rousseau et 3 participants de la région de Montréal à la super chasse au trésor de Fort Boyard, ce mercredi 19h30 à TVA. Rock Voisine a choisi TVA. 2 rendez-vous. D'abord le 28 septembre, Pierre Lamarche reçoit Rock Voisine. Et le 29 septembre, en direct du Complexe des Jardins. Assistez au lancement de l'album Coup de tête, Rock Voisine. Mon petit caprice à moi. Hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah oui? Qu'est-ce que t'as changé, toi? Devine. Tes lunettes. Chez Lunetterie New Look, j'ai eu 2 paires de lunettes pour le prix d'une. Et les 2 sont garanties. Lunetterie New Look, convaincu de la qualité de ses produits, n'hésite pas à les garantir. Procurez-vous dans toutes nos succursales ce cahier qui contient l'information nécessaire à l'achat de lunettes et la garantie de Lunetterie New Look. Lunetterie New Look garantit les 2 paires. Et les montures sont garanties aussi? Oui, regarde, c'est écrit ici. À qui vive cette semaine? Les voyages fantastiques d'un explorateur de colons. Un chirurgien à la guerre. Y a-t-il des lépreux au Québec? Et d'autres reportages inusités à qui vive, jeudi 20h30 à TVA. Cette semaine à Star Plus, eh bien, Rock Voisine lance son nouvel album. France d'amour nous dévoile quelques secrets et Jean-Marc Parent fait encore une fois la conquête du forum. C'est à ne pas manquer. Star Plus, vendredi 21h. Monsieur Picot, on a beau être parfois des sommités dans les domaines qui nous fascinent, mais il y a d'autres choses, surtout celles qu'on n'a jamais faites. Hein, les choses qu'on n'a jamais faites, c'est surtout celles-là qui nous fascinent. Lorsqu'on vous a demandé qu'est-ce que vous auriez aimé être ou faire dans la vie, à part ce que vous faites maintenant, vous avez répondu astronaute. C'est exact. Pourquoi? Astronaute et cultivateur. Pourquoi? Parce que l'expérience que vous avez en plongeant
est probablement très similaire à celle des astronautes. D'ailleurs, les astronautes s'entraînent en faisant de la plongée pour avoir l'expérience de l'apesanteur. Voilà. Eh bien, nous allons en parler avec M. Louis Giguère, qui, voilà, habillé comme un astronaute. Exactement comme un astronaute. Ah ben, ça c'était celui que vous aviez... C'est celui que j'avais tout à l'heure. Oui. Je me suis dit qu'on a fait bien des choses ici à blablabla, mais je dois vous avouer que les costumes d'astronaute, c'est rare. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour. Ça me rappelle le classique du professeur Tournesol. Tournesol, c'est vrai. Je veux dire que c'est pas très pratique. Si jamais elle a envie de vous prendre l'essayer, vous pourrez, il est là. Monsieur Cousteau en a pour mission d'essayer de comprendre l'univers, rien de moins. C'est facile. Comprendre l'univers, c'est rien de plus simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, je pense je vais vous demander, M. Cousteau, de m'aider dans ma tâche et d'essayer de renseigner les gens sur l'univers. Et alors, c'est ça. Notre mission, c'est d'essayer de prendre conscience, d'appréhender le gigantisme de l'univers. Alors, je vais faire un lien, d'abord, de l'eau à l'univers. Alors, c'est vous ici. Avec les petites palmes. Alors, vous êtes ici. Insignifiant. Comment ça, insignifiant? C'est une œuvre d'art, ça, M. Cousteau? Non, je voulais dire. Ma présence. Non, ben oui, exactement. Alors, je vous imagine dans cette immensité en train de philosopher et je pense qu'il doit vous venir un paquet d'émotions, des myriades d'émotions quand vous êtes dans l'eau, dans la mer. C'est bleu ou c'est noir partout, tout le tour, en bas, en haut. Et je vous imagine aussi en train de penser à ce petit plancton microscopique, se demandant où suis-je? Dans quoi flotte-je? Que suis-je? Flotte-je. Dans quoi flotte-je? Alors, où suis-je? Pour lui, la mer est un océan, finalement, voilà. C'est-à-dire une immensité incommensurable, comme on dit. Et puisqu'on est dans l'eau, permettez-moi de procéder à une démonstration ici. Alors, je vais vaporiser ce plexi et je vous demande de... Voilà, c'est ça. Alors, si je regarde ce plexi de très près, alors les petites gouttes d'eau qui sont ici à l'intérieur ne sont peut-être que l'univers visible, que notre univers visible dans l'espace. Et cet univers visible ici, composé de ces gouttes d'eau, n'est peut-être que, bon, un petit tout, un petit élément dans ce grand tout, qui représente pourtant 1,6 million de milliards de kilomètres. C'est à peu près ce qu'on peut voir ou appréhender avec les appareils modernes d'aujourd'hui. D'accord? Ça fait bien des zéros, ça. Ça fait beaucoup de zéros, ça en fait 23 zéros. Il y a que les budgets nationaux qui peuvent se permettre de voir plus loin. Des zéros comme ça. Voilà. Si on prend une de ces gouttes d'eau, qui est là-bas, dans ce petit carré, une seule goutte d'eau comprend 30 000 milliards de molécules. D'accord? Et qu'est-ce que c'est qu'une molécule? Une molécule, c'est fait d'eau, en fait, c'est fait de 3 atomes, d'accord? 2 d'hydrogène et un atome d'oxygène. D'accord? Et qu'est-ce que c'est qu'un atome? C'est pas l'atome d'eau, c'est un noyau. Oui, c'est un noyau très puissant autour duquel gravitent des particules. Voilà. D'accord? Alors ça, c'est un atome et c'est la plus petite particule connue, finalement. Et voilà. Maintenant, j'aurais aimé vous faire un test, Monsieur Cousteau, parce que ça aussi, c'est la même chose qu'un atome. C'est l'infiniment petit, l'infiniment grand. Alors, c'est notre système solaire, d'accord? Et j'aurais aimé vous faire le test, à savoir l'ordre des planètes qui partent en partant du Soleil. Ah, et savez-vous? Est-ce que c'est possible? Sûrement. Aucune idée. Non, alors pour faire une histoire courte, enfin. On va parler de la Terre quand même. Alors, à partir du Soleil, vous voulez dire? À partir du Soleil. Oh là là. Voilà. Oh, on pourra peut-être y revenir parce qu'on a quelqu'un... je crois qu'on a besoin d'aide, là. Non, ça va? On peut continuer notre démonstration, on y reviendra. Alors, pour essayer toujours de saisir l'immensité, à partir du Soleil, la Terre est la 3e, d'accord? Elle est à 150 millions de kilomètres du Soleil. La planète la plus loin, c'est Pluton. Elle est à 6 milliards de kilomètres du Soleil, ce qui donne donc un diamètre d'à peu près 12 milliards de kilomètres. Ça, c'est seulement notre système solaire. La mer est
plus petite, disons. La mer est plus petite, mais c'est quand même, toute proportion gardée, une immensité. Oui, mais elle a beaucoup de zéros. Oui, Beaucoup de zéros aussi. Beaucoup de zéros, oui. Et notre Soleil, ce qu'on vient de voir, qui mesure 12 milliards de kilomètres, alors c'est à peine ici, dans notre galaxie, la Voie lactée. L'étoile la plus proche est à 4,3 années-lumière de notre propre Soleil. La lumière voyage à 300 000 km secondes, d'accord? Alors, une année-lumière, ben, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, ouais. c'est ça. Et la Voie lactée, zéro, ça fait beaucoup de zéros, encore une fois. La Voie lactée ici mesure 100 000 années-lumière de diamètre, d'accord? Et le Soleil est à environ 30 000 années-lumière du centre, de ce qu'on appelle le bulbe. Où se trouve la Terre là-dedans? La Terre, elle est autour du Soleil. Juste à côté du Soleil. Juste à côté du Soleil. Donc on ne voit rien du tout. On voit rien du tout. Et ce n'est qu'un petit point de soleil, finalement, dans cette immensité encore. Et cette immensité, ici, se retrouve peut-être à l'intérieur de ce petit carré, le même que nous avions au début. Et qu'est-ce que c'est que notre Voie lactée dans tout ça? Ben, c'est encore une fois pas grand-chose. Mais ce n'est pas pour dire qu'on n'est pas grand-chose, parce que je pense qu'on est très important malgré cette immensité-là. Et pour terminer, M. Cousteau, je veux vous savoir si vous savez où se trouve le nombril du monde. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Ça dépend. Je sais que le nombril des États-Unis, c'est Kansas City. Ouais. Le nombril du monde, je ne sais pas du tout. Non, j'ai pas. Ça dépend si vous êtes australien ou pas. Alors, j'ai étudié ça. Parce que les Australiens, vous savez qu'ils mettent la map monde à l'envers. Ah. Ils en ont marre de se faire appeler Down Under. Ben oui, bonne idée. Alors, je l'ai situé, moi, en faisant un peu de géométrie. J'ai situé le nombril du monde en Afrique. D'accord? C'est au Nigeria, en faisant concorder ces deux points vers un centre. Et ce point très précis tombe sur le cours d'eau, le Niger. J'aimerais savoir si vous avez déjà plongé dans le Niger. Non, je n'ai jamais plongé dans le Niger. Vous n'avez jamais plongé dans le Niger. Alors, ce serait peut-être une bonne occasion, quand vous irez, de penser que vous êtes peut-être dans le nombril du monde. Merci infiniment. Ça c'est en prenant cette carte. Voilà, oui. Mais ça pourrait être n'importe quoi. Très arbitraire, votre... Ah oui, bien sûr, évidemment. Merci beaucoup, Louis Giguère. Venez assister aux enregistrements de l'émission Blablabla. Rencontrez nos invités en réservant votre place au 418-684-2089 du lundi au vendredi entre 9h et 17h. Les enregistrements ont lieu en après-midi dans les studios de Télé 4, Québec. Des cheveux d'apparence plus saine et plus brillante. Ça commence par les pointes. Et avec la gamme des revitalisants quotidiens Pantene Pro V, voici comment je me débarrassais des pointes fourchues. Maintenant, je contribue à les arrêter avant qu'elles n'apparaissent. Les provitamines de Pantene pénètrent dans les cheveux pendant que sa formule les revitalise jusqu'à la pointe pour leur donner une apparence plus saine et plus brillante. Des pointes fourchues? Essayez d'en trouver. Les shampoings et revitalisants Pantene Pro V chaque jour pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé. On se reverra, pointe fourchue. Vous, les vrais mordus de biscuits, voici toute une bonne nouvelle à vous mettre sous la dent. La recette de Crisco doré, du parfait biscuit au grain de chocolat. Le biscuit Crisco est plus tendre et moelleux que ceux d'une recette populaire fait avec du beurre. Le shortening Crisco doré est tout végétal, avec 30% de moins de gras saturé que le beurre. Essayez la recette des parfaits biscuits au grain de chocolat sur la boîte de Crisco doré. Chez nos vrais mordus, Crisco, on s'en sert. 1 heure avec Rock Voisine, l'homme derrière la star. Pourquoi être fan, idole et ami? Pardonnez-moi de te tutoyer. C'est une lettre qui a été écrite en poème. Cette demoiselle-là est venue et puis elle m'a dit dis ça, c'est très très important. Puis elle me regarde dans les yeux et elle avait vraiment l'air sincère. Je t'écris une lettre. Rock Voisine se confie à Claire Lamarche le 28 septembre, 20h30 et vous invite au lancement de son nouvel album Coup de tête, le 29 septembre, 21h à TVA. On peut toujours sortir quelques millions d'une banque. Encore faut-il être capable de les sortir de la ville. Est-ce qu'on a raté la voie express? C'était pas ridicule. Bill Murray, Gina Davis, Jason Robards dans Hold Up à New York, vendredi 19h à TVA.
Avocat brillant et sans cœur, seule sa carrière compte pour lui. Jusqu'au jour où il doit tout réapprendre. En primeur, à propos d'Henri, dimanche, 19h30 à TVA. L'actualité sur toute la ligne. Première ligne du lundi au vendredi, 11h45 à TVA. Tout bouge, tout change. Mongrain aussi. Il est à votre écoute à Montréal au 790-3555 et partout au Québec au 1-800-951-3555. Tout bouge, tout change. Mongrain aussi. Télé4 célèbre ses 40 ans. Dimanche 2 octobre de 10h à 15h, venez rencontrer vos animateurs et journalistes préférés. ProLudique sera là avec ses jeux géants, des clowns, des magiciens et des surprises. Et pour couronner cette fête, le tirage de la toute nouvelle Accent 1995, offerte par l'Association des concessionnaires Hyundai de la région de Québec. Beau temps, mauvais temps, on vous attend à Télé4 pour célébrer nos 40 ans. Les gens qui sont avec nous aujourd'hui. En fait, nous avons des gens de la boutique Le Coin du Plongeur qui offrent des cours de plongée sous-marine et le prochain cours débute le 8 octobre. Ils organisent aussi des activités de plongée 681-47-58 et nous avons également la Société française de Québec. La société a 19 ans. C'est la plus vieille en Amérique. 119 ans, ben oui, c'est écrit 119 ans. C'est la plus vieille en Amérique du Nord. Bravo, merci. Bravo. J'ai des enfants en part, c'est peut-être ça le problème. Et les vêtements boutique secret, boulevard des Carrés à Ville-Saint-Laurent. Et maintenant, nous allons parler de la présidence d'honneur du 5e Festival international du film scientifique, dont vous êtes le président. Président d'honneur. D'honneur. Il y a un président, il fait tout le travail. Le président d'honneur, lui... Mange des algues, oui. Voilà. Vous êtes au Théâtre Saint-Denis pour une conférence ce soir. Ce soir, à 8h, voilà. Au Théâtre Saint-Denis, je présente certains extraits de films que j'ai fait sur les mammifères marins et aussi sur le plancton. Ah, génial. Grande surprise. Monsieur Cousteau, un gros merci. Merci beaucoup. Ça est très agréable. Bienvenue chez nous et revenez souvent. Merci. Au revoir. Ça passe trop vite. Ben oui. Les invités de l'émission sont hébergés à l'hôtel Clarendon, rue Sainte-Anne, au cœur du Vieux-Québec. Le mobilier de Blablabla est une gracieuseté d'ameublement Tanguay qui assure une livraison gratuite à la grandeur du Québec. Claudette et Marie-Josée vous proposent des aubergines farcies. Bon appétit à 11h. Après la pause, voyez Top Model.